je me suis arrêté donc devant cette rencontre entre le narrateur, le condamné à mort, et le frioche. Et le frioche, comme je l'avais déjà dit, va produire un long discours, le discours qui va de la page 94 jusqu'à la page 97, qui se termine par l'expression voilà camarade. C'est un récit, hein, c'est un discours certes, mais c'est un discours qui raconte l'histoire du frioche. On peut dire que cette histoire est une histoire qui vient se greffer à l'histoire principale, celle du condamné à mort. Et donc nous avons dans ce roman deux histoires de condamnés à mort, deux récits, un récit dans un récit. Ce sont deux destins qui sont identiques, puisque les deux personnages sont condamnés à mort, mais avec deux parcours tout à fait différents, opposés, puisque le narrateur, c'est un personnage qui a une famille. En plus, on comprend, puisque, même si on n'a pas toutes les indications le concernant, on comprend qu'il s'agit d'un personnage qui appartient à une famille plus ou moins aristocratique, qu'il a des manières d'aristocrate, qu'il parle le latin, qu'il est cultivé, puisqu'il écrit son journal intime, qu'il est bien éduqué, raffiné par l'éducation, comme il dit dans le roman. Et d'un autre côté, nous avons l'opposé du narrateur, à savoir le frioche, qui a vécu une vie terrible depuis son enfance, puisque dès l'âge de 6 ans, il avait perdu ses parents, il était sorti à la rue pour gagner sa vie, et puis à l'âge de 9 ans, il commence à voler, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 17 ans, il fut arrêté, puis condamné à 15 ans de travaux forcés. Après, il va sortir de la prison, il a quand même décidé de vivre de la sueur de son front à l'âge de 32 ans, mais il est refusé par la société, on refuse de lui donner du travail, il a faim, il va commettre encore une autre infraction, il va voler du pain et il va être arrêté puis condamné à mort, condamné plutôt aux galères, à perpétuité. Il va se sauver de la prison, il va vivre dans une forêt avec ses amis et il va à ce moment-là, comme il dit dans le texte, tuer pour vivre. Il va tuer pour vivre. Avec ses amis, il va tuer des gens qui passaient par là et les enterrer après. Et donc, il finit par être condamné à mort après s'être arrêté par les gendarmes. Voilà donc l'histoire du frioche. Et nous avons deux histoires parallèles de deux condamnés à mort différents. Alors pourquoi Victor Hugo a introduit cette histoire du frioche dans le roman, qui vient se greffer, comme j'ai dit tout à l'heure, à la première histoire? Justement parce qu'il veut produire un nouvel argument contre la peine de mort. Et cet argument consiste à dire que les criminels peuvent aussi être des victimes de la société et qu'un criminel n'est pas né criminel, mais il le devient. Ce frioche est devenu criminel parce que la société l'a délaissé, l'a marginalisé, l'a repoussé, elle a refusé de lui donner du travail et à lui permettre de vivre dignement de la sueur de son front. Et ça nous rappelle une phrase de Victor Hugo, je ne sais pas si elle est tout à fait, si je la mémorise exactement telle qu'elle est, mais le sens de cette phrase est le suivant: les vrais criminels, disait Victor Hugo, ce sont la misère et l'ignorance. Donc ce frioche est l'exemple parfait de cette victime de la société. Donc il a été amené à devenir criminel parce qu'on a refusé de lui donner à manger et à boire, on a refusé de lui donner un banc à l'école
Et à ce propos, Victor Hugo disait une phrase magnifique. Il disait: ouvrez une école et vous fermerez une prison. Nous arrivons au chapitre suivant. Nous sommes beaucoup arrêtés devant ce chapitre 23 parce qu'il parle de cette rencontre importante entre le frioche et le condamné. Le frioche qui va finir à la fin de ce chapitre 23 par prendre au condamné à mort, au narrateur, sa redingote, parce qu'il a jugé que cette redingote était encore neuve et qu'il pourrait la vendre pour acheter du tabac. Ce qui met au chapitre 24 le narrateur très en colère, et on peut lire ça dès le début du chapitre. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air? Le narrateur dans ce chapitre est très en colère contre le frioche et il produit un discours satirique, à tonalité satirique. Il insulte même le frioche en le taxant de scélérat, de voleur, etc. Et il comprend finalement qu'il est devenu méchant. Le narrateur arrive à comprendre, à se résoudre à l'évidence qu'il est devenu un homme méchant. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette dernière phrase? Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Et là, encore une fois, la peine de mort, quand il parle de la mort, il parle ici de la peine de mort. Il dit la peine de mort rend méchant. Et depuis qu'il est condamné à mort, il ne cesse d'accumuler des sentiments obscurs et négatifs à l'égard des autres. Ce qui fait que la peine de mort, selon Victor Hugo, ne permet pas d'améliorer l'individu, mais au contraire, elle le rend encore plus méchant. Elle fait naître chez lui des sentiments de haine, de rancune et d'animosité envers les autres. Nous arrivons donc au chapitre 25 et qui commence par la phrase suivante: ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. Donc le narrateur est de plus en plus surveillé, très très surveillé. Il y a le terme beaucoup qui se répète 2 fois. Et donc on va le mettre dans une nouvelle cellule. Et cette cellule, on ne va plus l'appeler cellule, mais on va appeler la chambre selon les autres. Et dans cette chambre, il ne sera pas seul, il va être accompagné par un gendarme pour le surveiller.